et cas de charge. Alors, analyser les groupes modèles analytiques en A combinaison et cas de charge. Alors, dans cas de charge, un commentaire que je peux faire avec Revit, les bémols avec Revit, c'est qu'avec lui, quand on va aller dans combinaison et cas de charge, il n'est pas programmé, il n'a pas de normes, parce qu'il y en a plusieurs. Il n'a pas de normes à utiliser et à calculer. Donc, tu dois commencer à toi-même à paramétrer, à réécrire toutes ces formules et voilà. C'est ce qui est conseillé, c'est de faire les cas de charge et même la combinaison, surtout la combinaison des charges, d'aller les faire sur un autre logiciel. Mais c'est possible d'arriver à faire quelque chose avec Revit. Toujours est-il qu'il y a possibilité de commettre une erreur, d'oublier un coefficient, voilà. Alors, dans le cas de charge, qu'est-ce qu'on a? On a la partie cas de charge et la partie nature des charges. Cas de charge, il te donne le nom avec ses abréviations et tout. Permanente, la nature, exploitation en vent, neige, surcharge de toiture, accidentelle, température et sismique. Je peux renommer permanente, numéro code 2, G, exploitation, Q. Bon, bref, vent, on peut continuer à mettre tout ce que l'on veut là. Alors, ça c'est suivant ma norme. Vous voyez que là, je commence moi-même à retracer une des normes que je maîtrise. Voilà. Ça peut être fastidieux et on peut commettre des erreurs quand on arrivera peut-être dans combinaison et qu'on sort, voilà. Avec d'autres logiciels de calcul dédiés, on a déjà cet avantage d'avoir déjà des formules, d'avoir des combinaisons automatiquement. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire comme commentaire ici dans le cas de charge? Il y a possibilité d'ajouter aussi une nature. C'est un exemple. Je peux écrire n'importe quoi là. Je mets H. Je peux écrire là. Voilà. Je viens d'insérer. Il y a possibilité au-dessus, cas de charge de dupliquer. Alors, quand tu vas dans nature, voilà, il est là. Alors, combinaison. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux ajouter. Quand j'ajoute là, modifier la formule sélectionnée. Ici, je peux écrire quoi? Je donne un exemple. On est où? Formule, qu'est-ce que j'ai? Disons que j'ai 1.35. G. Voilà.
plus, automatiquement, il le met là. Là, j'ai ajouté. Euh, on va mettre 1.5. J'appelle ça Q. J'ai pas encore ajouté. Euh, 0,9. On va chercher le vent. Voilà. Vous voyez, on a notre combinaison là en élu. Pareil, tu peux rajouter. Tu travailles pour ls. Ainsi de suite. En cliquant là, tu viens d'ajouter et tu mets le combinaison. On va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme commentaire sur notre première ligne? État paraîtrait qu'on peut mettre état quand on parle de maintenance. Il fait allusion à l'état limite des services. Dernier, il fait allusion à l'état limite ultime. Voilà. Et puis, dans type combinaison, on a combinaison, puis on a enveloppe. Et un autre point qui est, je pense que ce sera notre dernier point, le chargement. Comment charger dans Revit? Alors, le chargement est simple. Vous allez dans analyser chargement. Je clique. Autre chose à identifier, à préciser, c'est que le chargement, comme pour placer les appuis, le chargement ne se fait que ne se fait que sur un modèle analytique. Si je vais sur les modèles en physique, les modèles physiques, ça ne s'affichera pas. Comme on a vu pour l'aspect appui, c'est pareil pour le chargement. Alors, chargement, je suis dans mon modèle analytique. Qu'est-ce qu'il faut signaler? Alors, vous remarquerez que quand j'ai cliqué, on a deux groupes. On a nos charges hébergées que l'on voit de l'autre côté. Et puis, on a les charges qui ne sont pas hébergées. Donc, je parlerai, on va mieux comprendre après. Charges hébergées, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce sont des charges qui sont hébergées sur un élément. Par exemple, on voit là, on a une charge concentrée. Cette charge concentrée de type hébergé, elle sera mise que sur le bout d'une poutre. Ou bien sûr, sur, sur un poteau. Charge linéaire aussi, pareil, sur l'entièreté d'une poutre, surfacique sur toute la surface d'une dalle, d'un plancher ou d'un radier. Donc, c'est hébergé et voilà. Alors, cliquons sur notre charge concentrée hébergée. Je clique dessus. Voilà. Bon, par défaut, on a 1 kN. Voilà. Quand je place, j'ai l'effort qui est placé
là-bas, ma charge qui est placée. Alors, on a la force suivant x, y, z. Bien sûr, moins 1, on comprend bien sûr opposé au repère global de mon projet. On peut passer les moments, etc. Vous voyez que j'ai du mal à placer ça ailleurs. Bon, prenons une charge linéique. Quand je m'approche sur la poutre, charge linéique hébergée, tu sens que ça sélectionne toute la poutre, donc toute la portée de la poutre. Pareil là aussi. Mais cependant, si je veux représenter une charge linéique qui ne prend pas toute la poutre, là je vais aller sur la charge libre, bon, pas hébergée, linéique qu'on a de l'autre côté là. Alors, niveau 2 bien sûr, si je clique là, paf, vous voyez, je peux limiter la longueur de ma charge sur la poutre au lieu de la mettre sur toute la poutre. Pareil pour la charge surfacique hébergée, je clique dessus. Quand je m'approche sur ma dalle, j'ai toute la charge appliquée sur toute la dalle. Mais si c'est fait que je ne veux pas que ça soit appliqué sur toute la dalle, je prends l'autre catégorie des charges, celle qui est, je dirais, libre. Je clique dessus. Là, il faut maintenant dessiner. Je pense que ça, les niveaux doivent être bons. Voilà, je viens là. Je vais me placer. Je vais m'excuse. Je vais me placer en 3D, mais en vue de dessus. Il faut bien voir. Quand je ferme. Quand on place cette charge, être sûr. Bon, on a du mal à voir de l'autre côté, mais quand j'étais sur charge linéaire, je vois que c'est sur le niveau 2. Je sais que ma dalle, c'est limite sur les tasses du niveau 2. Alors, charge surfacique, je clique. Prenons ça. Voilà. Voilà. Terminé. Voilà. Vous voyez la différence qu'on avait entre charge hébergée et la charge qui n'est pas hébergée. L'avantage est que là, je peux représenter un élément. Bon, représenter la charge d'un élément qui sera posé sur ma dalle. Je donne un exemple comme ça, par exemple un groupe industriel, un grand groupe qui sera posé sur la dalle. Ça ne prendra pas toute la dalle, mais ça prendra juste une certaine surface. Voilà la différence qu'on a entre les charges libres et hébergées. Alors, qu'est-ce que je peux encore montrer là? Je peux poser aussi au bord de... Voilà, au bord de mon radier. Tout comme j'aurais pu prendre la charge surfacique et poser maintenant sur toutes les surfaces. Mais il y a une différence, bien sûr. Alors, il y a aussi possibilité de poser une charge surfacique sur le mur porteur.
je pense que ça sera orienté différemment. Voilà, ça sera orienté différemment. Mais si je clique dessus et que je change, voilà, je viens de changer l'orientation. Je peux en effet cliquer dessus, mettre plus, voilà. Je viens de changer l'orientation. On peut simuler les mouvements des terres qui poussent notre mur et notre mur porteur. Euh, bon, supposons que c'était un sous-sol. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme autre commentaire au niveau de la palette de propriétés? Je sélectionne. Alors, analyse structurelle, on a cas de charge. Vous voyez on retrouve notre cas de charge. Ce qu'on avait là tantôt, comme on a eu à travailler. On a la charge permanente, exploitation, le vent et consort. Voilà. Voilà. Je peux donner Q, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve encore comme élément important? Il n'y a pas beaucoup là. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah ouais. Incliné. Charge linéique qui n'est pas uniforme. Comment je fais? Voilà. Je décoche. Et il y aura une petite différence là. On aura la force du début et la fin à mettre. Je décoche. Voilà. Fx1, 0. F de Z moins 1. F de Z1 moins 1 et F de Z2. Voilà. Et sera genre triangulaire. Je peux mettre 2 là. J'applique triangulaire, voilà. Elle peut aussi être trapézoïdale. Je vois pas les symboles, moi. Voilà, les trapézoïdales. Ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Voilà, on avait nos charges là. Vous avez compris la différence que l'on peut avoir. La charge surfacique libre avait des avantages. Et aussi, il y a possibilité. Vous voyez on a l'échelle qui est en bas là-bas. Il faut entrer dans propriété. Voilà. L'échelle de force surfacique, voilà là. Alors, plusieurs éléments qu'on aura à faire pendant que je clique sur la charge linéique. Propriété, modifier les types. Tout ce qui est là, c'est l'aspect visuel. Flèche, comment ça va orienter les flèches, les degrés de la flèche. Ce n'est que l'aspect visuel, l'échelle, voilà. Le point de la flèche, des forces. Je crois que c'est tout là. Voilà.
Outre, nous avons aussi possibilité de vérifier les conditions d'appui de notre structure. Voilà, nous arrivons à la fin de notre série de formations. On a eu à parler de chaque élément qui peut composer une maquette numérique. On a parlé de murs, on a parlé de poteaux, on a parlé de dalles, on a parlé de ces ressemblances qu'on pouvait trouver en parlant de poteaux et en parlant de poutres. On a abordé chaque élément analytique sur chaque élément, sur chaque élément analytique de chaque élément qui peut composer une maquette. Et on a abordé certaines modifications qu'on pouvait faire, comment traiter chaque élément. Après, comme là on a vu aussi les fondations, les différents types de fondations qu'on pourrait avoir, les fondations de type isolé, filantes et aussi les radiers. Mais on a vu aussi une ressemblance qu'on pouvait avoir entre les radiers et la dalle et, et les poteaux et poutres, que ce soit dans les modifications des paramètres des palettes des propriétés, quand on parlait des relâchements, les relâchements d'une extrémité et les relâchements de l'autre extrémité. Ce sont des paramètres qu'on peut toujours utiliser, qui se ressemblent. Voilà. Et ici, on a eu à parler aussi de ce que c'est le chargement et les combinaisons. Alors, pour ce qui est des chargements et combinaisons, comme on a dit sur la vidéo, on a vu que les chargements étaient possibles avec Revit. On pouvait bien faire les chargements, catégoriser les chargements. On a aussi vu les combinaisons. Mais l'idée étant qu'on montre les possibilités que peut donner Revit pour arriver à avoir des combinaisons de charges. Alors, l'orientation qui est proposée, c'est d'aller avec des logiciels dédiés, autres logiciels structures qu'on peut avoir et d'arriver à faire ces combinaisons. Pourquoi? Parce que avec le combinaison, nous avons des normes. On peut comprendre une norme, retenir une norme, mais peut arriver à ce qu'on oublie quelque chose. On peut oublier en tant qu'être humain. Et d'où l'avantage d'avoir un logiciel spécifique dédié. Avec Revit, on peut aussi faire paramétrer ta norme de A à Z. C'est aussi possible, mais c'est fastidieux, mais ça reste faisable. Alors, la liste n'est pas exhaustive. On a vu certains trucs, on a vu les bases. Il a noté qu'on peut aussi avoir dans Revit, on peut avoir d'autres versions, des versions antérieures et des versions récentes. Mais toujours est-il que ce qu'on a pu avoir comme formation, comme élément, comme, comme cours, on peut, avec la même connaissance, on peut arriver à travailler, peu importe les versions. Il y a des ressemblances, on peut rajouter d'autres détails, mais la logique ne change pas. La logique ne change pas, que ce soit pour une version 2019, une version 2020, etc., et une version antérieure. La logique ne change pas. Alors, nous arrivons à la fin de la vidéo. Et autre chose que je peux donner, c'est suite à une expérience de 7 ans, des formations. 7 ans, vous pouvez deviner le nombre d'heures de travail que j'ai sur Revit, 7 ans, et travailler sur différents projets et avoir eu souvent des différentes lacunes et difficultés rencontrées suivant tel ou tel autre projet, travailler derrière telle maquette et consorts. Mais aussi, il y a aussi d'autres outils qui nous ont pu aider. Par exemple, là, je peux parler de cet ouvrage qui est intitulé Revit pour les BIM, mais aussi Initiation générale et perfectionnement structure. C'est à base de ces livres et à base de la connaissance que nous avions eue, de pouvoir faire cette petite série de formations. Alors, on va me demander quel intérêt alors d'apprendre Revit, quel intérêt d'apprendre, de faire la structure avec Revit que de faire avec un autre logiciel spécifique structure. Il y en a plusieurs suivant les éditeurs. Alors, la raison est que dans une structure de travail,
Vous pouvez être en interne, tout comme en externe. L'avantage de savoir travailler avec Revit, la partie structure, c'est que on peut savoir s'organiser, créer un gain de temps. Un gain de temps, c'est-à-dire éviter que l'équipe structure qui va modéliser refasse encore une retranscription des données, puis après reprendre, donc éviter cette partie répétitive et pouvoir aussi bien modéliser sur Revit. On sait que Revit aussi est un type de logiciel généraliste. Quand on parle des différentes typologies de logiciels, généraliste, c'est parce il est dans la modélisation, il est aussi dans d'autres étapes qu'on peut retrouver, même aussi en tant qu'ingénieur, on peut l'utiliser pour modéliser aussi et faire quelques vérifications possibles. Alors, le fait de travailler, déjà, de bien travailler ton modèle, de bien travailler aussi les modèles analytiques surtout, te permet à gagner un gain de temps. S'il faut travailler avec une équipe interne, même une équipe externe, vous pouvez être sur un projet et il y a plusieurs équipes externes et chacun a ses tâches. On peut parler des clauses, des chartes qu'on peut avoir, des termes de référence, tout dépendra des jargons que vous allez utiliser. Alors, le fait de travailler et de savoir comment travailler la structure avec Revit, ça peut être un avantage. Et de connaître les limites que peut avoir Revit, ou bien si je peux parler des limites, c'est aussi un avantage. Genre, tu travailles la partie Revit, tu modélises de A à Z, tu vérifies les modèles analytiques de chaque élément que nous avons à travailler tantôt, que ce soit le mur, etc., les ouvertures, les modifications, voilà, les conditions d'appui, etc. Puis après, on peut soit aussi charger l'élément, on charge l'élément ou bien la structure, puis après, l'exporter vers un autre logiciel dédié. Avec les BIM, on a aussi cette interopérabilité avec différents types de logiciels qui existent et arriver à avoir un workflow, un travail collaboratif qui est bien et serein et bien fait. Alors, c'est un avantage, c'est un intérêt à savoir comment travailler sur Revit, comment modéliser sur Revit, comment faire les parties, les modèles analytiques et aussi faire les chargements et aussi arriver à mettre des appuis. C'est quelque chose qui va beaucoup aider suivant votre tâche, suivant votre métier, que vous soyez d'un côté dans un cabinet d'architecture, d'un bureau d'études, etc. C'est un avantage. Alors sur ce, si vous avez suivi mes vidéos, vous avez aimé cette série de vidéos, alors je vous encourage d'aimer, d'aimer en soi et aussi de commenter. S'il y a d'autres idées et le faire, ça encourage, ça demande à ce que préparer la matière et donner ce qu'il faut avoir et partager. Et prochainement, on va essayer d'aborder d'autres sujets et vous aussi proposer en commentaire les différents sujets que vous voulez. On va essayer d'aborder. Et les questions, il y a souvent certaines questions que je réponds. On demande comment est-ce que charger tel élément, etc. Et même quand on a parlé des chargements, on a pu voir qu'on avait différents types de chargements qu'on pouvait avoir. Des chargements qui pouvaient être hébergés et d'autres qui pouvaient être libres. L'avantage du chargement qui était par exemple libre, on pouvait représenter une charge d'exploitation. Ça peut être n'importe quoi, une citerne d'eau, etc., qui n'occupe pas, par exemple, toute la surface de la dalle, par exemple, mais qui occupe une certaine portion. Voilà. Il y a des gens qui m'ont posé ces questions-là. Une poutre, par exemple, qui serait une poutre principale, une poutre primaire, tu peux charger ainsi de suite. J'ai à répondre à un commentaire sur ça. Alors, on va clore ici et n'hésitez pas à poser des questions et à aimer, ça encourage. Au plaisir, merci.